Eh bien bonsoir et bienvenue dans ces nouvelles causeries avec Pascal Cazotte. Bonsoir Pascal. Bonsoir Antoine et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Alors ce soir Pascal, nous allons étudier l'énigmatique, le mystérieux, l'éternel, l'immortel conte de Saint-Germain. Ben oui, effectivement, on peut utiliser le mot immortel, tant il est vrai que on l'a vu sur une période de temps très très longue, et ce qui a fait penser qu'il était immortel. D'ailleurs, tu as Voltaire qui disait du comte de Saint-Germain, c'est un homme qui ne meurt jamais et qui sait tout. Voilà. Alors on se retrouve, on démarre à quelle époque? Quand est-ce qu'il est né ce fameux conte? On va surtout le rencontrer euh, à partir de 1745, il entre dans l'histoire. Non, même en 1743, il rentre dans l'histoire, parce qu'à cette époque-là, il se trouve en Angleterre. Et déjà, il fait parler de lui parce qu'il met au point, enfin sur les plans bien sûr qu'il dresse, la première locomotive à vapeur. En 1743, il fallait le faire quand même. Voilà. Donc c'est un personnage qui est connu pour son génie, pour être aussi un musicien, un artiste peintre, un inventeur de génie. De voilà, c'est quelqu'un vraiment qui se distingue du commun des mortels. Et par contre, en 1743, lorsqu'il se trouve à Londres, on pense qu'il milite aussi en faveur de Jacques-François Stuart, qui était normalement celui qui aurait dû arriver sur le trône d'Angleterre. Et le problème, c'est qu'il a été chassé par le Parlement, euh, alors que c'était l'héritier légitime du trône, pour mettre à sa place un Allemand qui, lui, était de confession protestante, puisque le Stuart en question, lui, était catholique. Et donc, il a dû trouver refuge en France. Alors, on est sous Louis XIV à cette époque-là. Et on pense que le comte de Saint-Germain était plus ou moins aussi une sorte d'agent à la sorte de Stuart, qui faisait peut-être en sorte de favoriser son retour en Angleterre. Mais bon, on n'en a aucune preuve de ça, mais toujours est-il qu'il était placé à cette époque-là, le comte de Saint-Germain, sous surveillance policière. D'ailleurs, après 3 ans après, en 1746, il a dû quitter l'Angleterre. Hein. Il n'avait pas d'autre solution. Et après, on perd sa trace pendant au moins peut-être 10 ans, 12 ans même. Hein. On ne sait pas ce qu'il devient. On subodore qu'il a sans doute fait un voyage en Inde pendant ce temps-là, mais bon, on n'a aucune preuve. Et là où il va ressurgir, c'est en 1758. Il va écrire à l'époque au marquis de Marigny, qui était le surintendant des bâtiments du roi et des manufactures royales. Qu'est-ce qu'il demande donc au marquis de Marigny? Il lui demande, cette demande est assez étrange, mais voilà, il lui écrit qu'il souhaiterait que le royaume de France mette à sa disposition une résidence royale, parce qu'il compte perfectionner des techniques pour faire notamment des teintures. Hein, et il pense d'ailleurs que il pourrait faire ça d'une façon pratiquement industrielle, et tous les procédés qu'il compte mettre au point, et il compte d'ailleurs en faire cadeau au Royaume de France. Il ne demande pas d'argent non plus, et il s'occupera de financer le projet. Il s'occupera donc de tout, et il demande juste un local, c'est tout. Alors, naturellement, on ne voit que des avantages à cette époque-là. Hein. Après tout, c'est un inventeur de génie. S'il peut apporter des inventions à la France, eh bien, pourquoi pas, au contraire. Et on va mettre à sa disposition le château de Chambord. C'est quand même pas rien. Alors, lui, il va loger dans le château de Chambord pendant plusieurs mois. Il va d'ailleurs aussi s'occuper d'aménager les communs du château pour pouvoir héberger son personnel, et puis constituer son laboratoire où il doit mettre au point ses fameuses teintures. Voilà. Il va faire aussi la connaissance de la marquise de Pompadour, qui va elle-même d'ailleurs l'introduire auprès de Louis XV. Il va faire d'ailleurs partie des intimes de Louis XV. Hein.
Et on va le voir aussi fréquenter donc la bonne société de cette époque-là. Il va notamment être reçu chez la marquise d'Urfé. Alors la marquise d'Urfé, qui habitait dans un hôtel particulier du quai des Théatins, qui est actuellement le quai Voltaire. Dans cette marquise d'Urfé, elle était passionnée par tout ce qui était sciences occultes, paranormal, hermétisme, bon, etc. Et donc, elle invitait tous les gens passionnés par ces disciplines, et c'est tout naturellement qu'elle invite à une soirée le comte de Saint-Germain. Et là, le comte de Saint-Germain, il va rencontrer d'ailleurs Casanova. Et là, on a une description que nous fait Casanova du comte de Saint-Germain. Je vais la lire parce qu'elle est quand même assez intéressante. Surtout lorsque l'on songe que Casanova, qui était un personnage assez imbu de sa personne, ne trouvait aucune qualité aux gens qu'il rencontrait. Il se mettait lui, par contre, toujours en avant, mais les autres, il avait toujours tendance à les dénigrer. Mais là, exceptionnellement, en face du comte de Saint-Germain, il avoue quelque part que c'est un sacré personnage. Alors voilà ce que dit Casanova au sujet du comte de Saint-Germain. Cet homme, au lieu de manger, parla du commencement à la fin du dîner, et je l'ai écouté avec la plus grande attention, car personne ne parlait mieux que lui. Il se donnait pour prodigieux en tout, il voulait étonner, et positivement, il étonnait. Il avait un ton décisif qui, cependant, ne déplaisait pas, car il était savant, parlant bien toutes les langues, grand musicien, grand chimiste, d'une figure agréable et maître de se rendre ami, toutes les femmes, car en même temps qu'il leur donnait des fards qui leur embellissaient la peau, il les flattait non pas de les faire devenir plus jeunes, car cela, disait-il, était impossible, mais de les garder dans l'état où il les trouvait, moyennant une eau qui lui coûtait beaucoup, mais dont il leur faisait présent. Voilà, alors déjà, ça pose un peu le personnage, hein, cette description de Casanova. Et puis surtout, lors de cette fameuse réception, chez la marquise d'Urfé, il va rencontrer donc le comte de Saint-Germain, Madame de Gergy. Or, Madame de Gergy, à cette époque-là, est une personne assez âgée, qui était l'épouse de l'ex-ambassadeur français, enfin l'ex-ambassadeur de France à Venise. Et elle a dit avoir déjà rencontré le comte de Saint-Germain 50 ans en arrière, à Venise. Or, elle dit qu'à cette époque-là, le comte de Saint-Germain avait à peu près 45 ans, et lorsqu'elle le revoit chez la marquise d'Urfé, il a exactement la même apparence, et il n'a pas vieilli. Il paraît toujours être âgé de 45 ans. Alors, ça l'a étonné à un point qu'on s'imagine. Ensuite, il faut savoir que le comte de Saint-Germain, à cette époque-là, a une fortune considérable. Donc, il est très riche, il ne vieillit pas. Alors, de là à penser que c'est un alchimiste, il n'y a qu'un pas que l'on peut franchir aisément, hein, naturellement. Il va fréquenter Louis XV, hein, ça sera même un de ses amis proches, on peut le dire. Et donc, Louis XV va lui demander un jour un service, et il possédait Louis XV un magnifique diamant, mais qui avait une tache, ce qu'on appelle un crapaud. Et il demande, sachant justement les capacités du comte de Saint-Germain, s'il lui serait possible d'enlever cette tache à ce diamant, ce qui lui ferait gagner, je crois, 4000 livres de plus, s'il y parvenait. Alors le comte de Saint-Germain lui dit oui, bien sûr, je suis capable de le faire, laissez-moi simplement un mois de délai. Alors avant de lui remettre le diamant, on le pèse pour noter le poids exact du diamant qu'on lui remet entre les mains. Et quand il restitue le diamant, c'est exactement le même, sauf qu'il n'a plus de défaut. On repèse le diamant, c'est exactement le poids qu'il avait avant qu'on le remette au compte. Voilà. Alors, on disait d'ailleurs qu'il était capable, le comte de Saint-Germain, de créer des pierres précieuses. D'ailleurs, il y en avait énormément. Hein, il portait lui-même de très beaux diamants à ses doigts, à ses mains. Il en avait aussi sur sa tabatière, sur sa montre. Voilà, et on disait qu'il était capable de créer, en tant qu'alchimiste, toutes les pierres précieuses qu'il souhaitait. Alors, le comte de Saint-Germain niait, par contre, qu'il était capable de faire ce genre de choses. Par contre, il disait qu'il
lui était possible d'enlever toutes les imperfections des pierres précieuses et également, à partir de 10 petits diamants, d'en faire qu'un seul gros diamant à partir de ces 10 petits et pour un poids égal, un poids correspondant aux 10 petits diamants. Voilà. Donc déjà, ce sont des facultés qui sortent de l'ordinaire, hein, parce que je pense pas que même avec notre technique d'aujourd'hui, on soit capable de faire ce genre de choses. Voilà. Alors, par contre, il y a une histoire qui, dans l'histoire dont je vais parler, une histoire assez extraordinaire, c'est que voilà, Louis XV, il avait entendu parler lorsqu'il était jeune de la fameuse histoire de Maître Dumas, qui était un ancien procureur au Châtelet. Alors, cette histoire est proprement étonnante. Donc, Maître Dumas, 20 ans en arrière, 20 ans avant sa mort, alors Maître Dumas, il faut savoir qu'il est considéré comme disparu en 1700, et 20 ans donc avant sa disparition, alors que bon, il n'était pas très très riche, il devient subitement immensément riche. Soudainement, on ne sait pas d'où lui provient cette fortune, mais toujours est-il qu'à partir du moment où il devient riche, il reçoit tous les vendredis à 15 heures un mystérieux personnage. Alors, le personnage en question est monté sur une mule d'un noir incroyable. On décrit cette mule plus noire, plus sombre que la nuit. Et elle possède aussi, cette mule, une blessure sur le côté gauche de sa croupe. Et le personnage lui-même, c'est une vision d'horreur pratiquement, hein. On dit qu'il a 3 énormes cicatrices sur le front, semblables à 3 charbons ardents incrustés dans la chair, hein. Donc c'est un bonhomme qui est vraiment terrifiant à voir. Donc tous les vendredis, systématiquement, à 15 heures, il vient rendre visite donc à Maître Dumas. Maître Dumas, donc, il possède une belle propriété à Paris, au 22 rue de l'Hirondelle. Et il passe ce mystérieux visiteur par une petite porte et il monte jusqu'à la pièce la plus haute de la maison, qui n'est autre que le cabinet de Maître Dumas. Et là, il va y rester pendant 1 heure. À chaque fois, c'est le même rituel. Il reste 1 heure dans ce cabinet en compagnie de Maître Dumas. Et après, il s'en va. On ne sait pas ce qu'ils se disent, on ne sait pas ce qu'ils se racontent, c'est un véritable mystère. Alors, ce personnage est tellement mystérieux que, à plusieurs reprises, même des voisins veulent savoir de qui il peut s'agir, et ils se mettent d'ailleurs en tête de le suivre pour savoir où est-ce qu'il habite, ce mystérieux personnage. Mais chaque fois, c'est la même chose. Il disparaît, mais alors, comme par enchantement, lui et sa mule, ils disparaissent tous les deux à l'endroit exact où ils vont aborder le cimetière des Innocents à Paris. Et là, ils se volatilisent, impossible de les retrouver. Voilà, donc ça reste un terrible mystère. Il faut savoir également que Maître Dumas, il vit dans sa maison avec ses 2 enfants, son fils, sa fille et une servante. Je le précise parce qu'on va parler des enfants dans quelques instants. Donc un jour, par contre, un jour de 1700, le mystérieux personnage ne vient pas un vendredi, il vient un mercredi matin à 10 heures. Et quand Maître Dumas l'aperçoit, il pousse un cri de terreur. S'ensuit une dispute très très violente. On entend les 2 personnages s'invectiver, etc. Mais on n'arrive pas quand même à savoir ce qu'ils se disent exactement. On ne perçoit pas les paroles en fait. On entend bien sûr les voix, le ton de la voix, des voix qui s'élèvent, mais on ne sait pas quels sont les mots qui sont prononcés exactement. Et puis le mystérieux personnage finit par partir. Le vieillard, parce que Maître Dumas, il faut savoir qu'à cette époque-là, il avait quand même 90 ans, hein, c'était un homme très âgé, surtout pour cette époque. Et Maître Dumas, il descend de son cabinet, il est complètement décomposé. Il manque d'ailleurs défaillir. Enfin bon, il est vraiment dans un état
de terreur et d'épuisement, et ses enfants sont obligés de le soutenir. Il leur dit par contre qu'il ne euh, déjeunera pas avec eux. Il préfère remonter dans son cabinet. Il demande à ce que son fils l'aide à remonter les escaliers. Il lui dit après, une fois qu'il est dans son cabinet, ferme la porte à clé à double tour. Donc, il faut bien retenir ça, ce cabinet qui se trouve tout en haut de l'immeuble, c'est la pièce la plus haute de l'immeuble. Il n'y a qu'une seule porte d'accès, et cette porte va donc se trouver fermée à double tour de l'extérieur, puisque c'est le fils qui l'enferme. Il a précisé par contre, maître Dumas à son fils, qu'il attendait un visiteur, donc c'est un ancien collègue, un ancien magistrat, qui doit lui rendre visite à 16 heures. Et l'invité en question arrive, à l'heure convenue de 16 heures. Le fils donc de maître Dumas accompagne l'invité jusqu'au cabinet. Il ouvre la porte qu'il avait précédemment fermée à clé. Et à l'intérieur du cabinet, il n'y a strictement personne. Maître Dumas a disparu. Alors, c'était impossible. On ne comprend pas, puisque la porte était fermée de l'extérieur. Donc, ils vont faire appel à des maçons, à des menuisiers, pour essayer de voir s'il n'y a pas un passage secret. Et on ne trouve rien, on ne trouve absolument rien. Mais par contre, maître Dumas a bel et bien disparu. Donc la justice va même se demander si les enfants n'ont pas assassiné leur père et fait disparaître le corps. Il va y avoir une longue procédure qui va obliger d'ailleurs les enfants à dépenser des fortunes en avocats, et finalement la justice va reconnaître leur innocence. Mais le mystère demeure. Et cette histoire, donc, cette terrible histoire, elle est restée dans la tête de Louis XV. Et Louis XV, il demande au comte de Saint-Germain s'il est capable de résoudre cette énigme. Et le comte de Saint-Germain s'exécute de suite. Alors, il y a deux versions. L'une de ces versions veut qu'il ait dressé des sortes de signes, de symboles mystérieux sur une feuille de papier pour ensuite les interpréter, ou alors qu'il se soit concentré, qu'il ait médité sur un plan de Paris. Enfin, toujours est-il que ça a duré à peu près une dizaine de minutes. Et après, le comte de Saint-Germain, il a dit, voilà, c'est bon, j'ai l'explication. Dans le cabinet, il y a effectivement un passage secret. C'est dans le plancher, il y a quelques planches. Alors, il décrit l'endroit exact où se trouvent ces planches amovibles que l'on peut soulever et qui donnent accès à un escalier à vis qui descend assez profondément jusqu'à une pièce secrète. Et il dit, c'est là que vous trouverez le cadavre de maître Dumas, et il est mort après avoir absorbé un puissant narcotique. Alors, tout le monde est fort étonné, le roi, la Pompadour, et la Pompadour d'ailleurs décide, le roi a envoyé un lieutenant de police, lieutenant Bertin, pour aller vérifier les dires, bien sûr, du comte de Saint-Germain. Donc le policier se rend sur les lieux, parce que la maison existe toujours à cette époque-là. Il découvre à l'endroit précis indiqué par le comte de Saint-Germain les planches que l'on peut soulever, hein, et il découvre l'escalier, il descend dans cette pièce, et là il trouve une pièce, mais alors qui est remplie d'instruments qui servent aussi bien à la chimie qu'à l'astrologie, et il va découvrir le cadavre bien sûr, le squelette de maître Dumas, et à côté de lui, une coupe en agate et un flacon qui ont été brisés, mais dans le fond du flacon, on trouve encore un liquide qui s'est avéré être de l'opium. Donc le maître Dumas s'était suicidé après avoir absorbé de l'opium. Voilà. Alors, cette histoire extraordinaire est donc solutionnée grâce au comte de Saint-Germain, et Lucas, je lui demande, mais alors, qui était ce mystérieux visiteur? Est-ce que c'était le diable en personne? Et je crois même que le comte de Saint-Germain lui répond que votre majesté se fasse Rose-Croix et je soulèverai le dernier voile du mystère. Exactement. Alors, est-ce qu'il l'a fait, Louis XV? Ah non, bien sûr que non. Ah, il ne pouvait pas se convertir au Rosicrucien puisqu'il était roi des Français, roi catholique, il ne pouvait pas s'amuser à ça. C'était pas... Oh, une petite conversion en douce comme ça, histoire de vraiment d'avoir le dernier... Non, il a pas voulu. Et le comte de Saint-Germain avait précisé, écoutez, Majesté, d'ailleurs, si
vous voulez pas vous faire aux croix, moi je suis obligé de conserver le secret sur, l'individu en question. Sinon je courrais moi-même de très graves dangers, donc il pouvait pas, voilà. T'as une petite théorie, toi, sur l'identité de cet individu? Absolument pas. Ça reste un mystère, hein. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser, au diable en personne parce que déjà, une figure pareille, en plus un être capable de se volatiliser, comme par enchantement, Samuel, semblait être sorti tout droit de l'enfer, qu'est-ce que c'était? Oui, ça reste vraiment un mystère. Hmm. Alors je vais peut-être faire une digression, je ne sais pas si tu voulais en parler après ou pas, mais visiblement le comte de Saint-Germain ne serait pas le seul à à avoir des capacités comme celles qu'il a, à avoir une longue vie, etc. Il ferait partie d'un certain groupe. Est-ce qu'on ne pourrait pas supposer que ce fameux visiteur serait un des autres membres de ce groupe? Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas en parler à Louis XV, sauf s'il se convertissait. Ça, je ne peux pas le confirmer, hein. Alors, par contre, une chose que je peux dire, si, par contre, c'est que le comte de Saint-Germain était vraisemblablement un Rosicrucien, hein. Donc, il fréquentait forcément des gens qui avaient de certaines connaissances, hein, notamment en alchimie, ça c'est une évidence. Et il faisait partie de confraternités, de voilà. Euh, donc il était rosicrucien, ça c'est sûr. Euh, alors après le personnage en question, qui était-il vraiment? Est-ce qu'il le connaissait? Est-ce que ça bon, n'oublions pas aussi qu'il y a quand même 58 ans d'écart entre le décès de Maître Dumas, donc qui décède en 1700, et après, lorsque le comte de Saint-Germain va résoudre l'énigme en 1758, il y a 58 ans d'écart. Ah oui, j'avais pas compris ça, et donc ils l'ont retrouvé, c'était déjà un squelette, le père Dumas. Fait. D'accord. Et si c'était lui-même? Alors là, je pense pas, non. D'accord. Non, 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 du tout, parce que il faut voir qu'il avait des cicatrices terribles sur la figure. C'était une vision de cauchemar. Le comte de Saint-Germain, pas du tout. Il n'avait rien à voir avec ça. Donc, non, non, ça pouvait pas être le comte de Saint-Germain, absolument pas, non, non. Voilà. Alors, on va peut-être continuer. Tu as cité là, à quelques instants la comtesse de Pompadour, la Pompadour. Quelles étaient ses relations avec cette comtesse? Oh, mais de toute façon, c'était, comment dirais-je, c'était des relations amicales, c'est tout, hein. Alors, il faut savoir par contre que le comte de Saint-Germain a été énormément courtisé par beaucoup de femmes de la bonne société, parce que c'était quelqu'un qui était assez charmeur, mais en même temps qui refusait toutes les avances. Donc, d'ailleurs, il vivait comme un ascète, le comte de Saint-Germain. Mhm. Pourquoi je te pose la question? C'est parce que autour de la comtesse de Pompadour, de Madame de Pompadour, il y avait aussi une espèce de mystère, parce que lorsqu'elle est morte, elle paraissait très jeune, alors qu'elle avait quand même plusieurs kilomètres au compteur. Certes, certes. Et donc, il se dirait que ce serait le comte de Saint-Germain qui lui aurait fourni peut-être... Oui, alors ça, c'est possible, parce que comme le disait d'ailleurs Casanova, lorsqu'il rencontre le comte de Saint-Germain, comme je l'ai dit tout à l'heure, il leur donnait une eau qui lui coûtait beaucoup, mais dont il leur faisait présent, hein. Donc une eau qui était destinée à les faire demeurer jeunes. Donc je pense qu'il lui a fait don aussi, oui, oui, d'une espèce d'élixir de longue vie, plus ou moins. Voilà. Oui, oui, ça c'est une évidence. D'ailleurs, et il offrait aussi des bijoux aux femmes, parce qu'il avait énormément de pierres précieuses. Il en avait une quantité faramineuse. On se demandait d'ailleurs d'où il les sortait, toutes ces pierres. Et il les faisait monter en bijoux et il en faisait présent aux dames. Donc il était énormément apprécié par le sexe faible. Et il y en a beaucoup de ces femmes qui auraient aimé aller plus loin dans leur relation avec le comte de Saint-Germain, mais il a toujours refusé toutes les avances qui lui ont été faites.
Alors, autre chose aussi à préciser avec le comte de Saint-Germain, jamais on ne l'a vu boire, jamais on ne l'a vu manger. Il était invité à des réceptions, à des soupers, à des dîners, et il ne touchait strictement à rien. Il ne touchait à aucune nourriture. D'accord. Il se nourrissait de prana? Je ne sais pas du tout. Donc, c'est un mystère, ça aussi, du comte de Saint-Germain. Alors, on va continuer donc avec sa relation avec Louis XV. Louis XV qui a une grande amitié donc pour le comte de Saint-Germain. Et il sent que le comte de Saint-Germain peut lui être très utile. Il veut notamment, Louis XV, faire la paix avec l'Angleterre. Et il pense que le comte de Saint-Germain est à même de remplir une mission de négociation auprès des Anglais. Il écrit une lettre, Louis XV, qu'il remet au comte de Saint-Germain. Il cherche le comte de Saint-Germain de rencontrer après des plénipotentiaires britanniques pour essayer d'organiser la paix entre les deux pays. Pour cela, le comte de Saint-Germain se rend aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, le comte de Saint-Germain a pas mal de relations. Et c'est là qu'il a été décidé que la rencontre se ferait avec les émissaires anglais. Le problème, c'est que le comte de Saint-Germain a aussi des ennemis, notamment, alors sans doute c'est de la simple jalousie, mais enfin il a des ennemis qui veulent vraiment sa peau. Et parmi ces ennemis, il y a le comte de Choiseul, le comte de Choiseul qui est le ministre des Affaires étrangères de Louis XV. Et lorsque le comte de Choiseul apprend que le comte de Saint-Germain se trouve aux Pays-Bas, il demande à ce qu'il soit estradé et il veut l'embastiller. Hein. Donc, toute la mission va capoter puisque vu que le comte de Choiseul est au courant, il y a peut-être même d'ailleurs des espions qui sont aux trousses du comte de Saint-Germain, donc la mission capote, les émissaires britanniques s'en retournent chez eux, le comte de Saint-Germain ne sait pas quoi faire, il ne peut pas rester aux Pays-Bas parce que aux Pays-Bas et il risque de se faire arrêter et puis estrader donc en France. Il peut bien sûr ne pas il ne peut pas non plus retourner en France, donc il va être obligé de mener encore une fois une vie d'errance. Hein, il est obligé de partir. Mais on le retrouve aux Pays-Bas 2 ans plus tard. Et là, il a à nouveau un projet, toujours pareil, avec ses teintures, et il a ça en tête. Il s'intéresse aussi aux porcelaines. Et un an après, donc en 1763, on le retrouve en Belgique. Et là, il a toujours ces projets de procédés qui doivent permettre de mettre au point des teintures extraordinaires, etc. Et là, il y a l'ambassadeur d'Autriche qui s'appelle Koblenz et, et également Madame de Neltine qui était à la tête de la plus grande banque d'affaires aux Pays-Bas à l'époque, qui vont soutenir son projet. Alors, il lui propose même de construire une manufacture, etc. Bon, ben, il accepte naturellement. Donc, la fabrique se met en place. Il supervise bien sûr les travaux. Après, il supervise les procédés qu'il est en train de mettre au point, la fabrication des teintures qu'il a inventées, etc. Mais le rendement, enfin on va dire le retour sur investissement tarde un peu. C'est vrai que les bénéfices ne sont pas flagrants au départ, faut bien le temps que ça se mette en route. Si bien que aussi bien l'ambassadeur d'Autriche que celle qui est à la tête de la banque d'affaires aux Pays-Bas lui mettent une pression terrible au point qu'il l'oblige à payer de ses propres deniers tous les frais qui ont été engagés. Donc ceux qui le soutenaient au départ, en fait, ils vont rien débourser du tout puisqu'ils font payer le comte de Saint-Germain pour la manufacture, pour tout. Et ils arrivent même à le faire partir tout en volant ses procédés, ses inventions. Donc il est tombé encore sur une bande de profiteurs qui ont abusé de lui. Et puis bon, le comte de Saint-Germain, il ne fait rien du tout. Hein, il méprise ces gens qui lui font du mal, quelque part, bien sûr.
et il va donc s'en aller une nouvelle fois, il est encore obligé de partir. Alors ensuite, on va le retrouver après 10 ans d'absence à Venise. Et à Venise, il porte à ce moment-là un autre nom, c'est le marquis d'Aimar. Et là, il se fait encore remarquer parce qu'il a trouvé un procédé pour rendre le lin de façon à ce que ça devienne de la soie. Il fait en sorte qu'on puisse faire à partir du lin de la soie. Donc c'est un procédé tout à fait incroyable là aussi qu'il met au point. Et puis on va le retrouver une nouvelle fois en 1775. Et là c'est Madame d'Adhémar, la dame d'honneur de Marie-Antoinette, qui le rencontre. Donc en 1775, il demande audience auprès d'elle. Et pourquoi? Parce qu'il lui révèle que la monarchie française court un grave danger. En fait, il lui parle déjà de la révolution de 1789. Alors, Madame d'Adhémar est très impressionnée par le comte de Saint-Germain et par tout ce qu'il lui dit, et elle lui obtient même un rendez-vous 2 jours après avec Marie-Antoinette. Mais là, l'entrevue avec Marie-Antoinette se passe très mal parce que Marie-Antoinette euh, voit le comte de Saint-Germain comme un oiseau de mauvais augure. Elle veut pas croire du tout à ce qu'il lui annonce. Et d'ailleurs, elle commence à le prendre très mal, toutes ces révélations, et elle demande même à son mari, à Louis XVI, de pourchasser le comte de Saint-Germain, d'envoyer les policiers à ses trousses, etc. Donc il est une nouvelle fois le comte de Saint-Germain obligé de partir. Voilà, donc il quitte encore une fois la France. Après, il va encore voyager, on le retrouve à Leipzig, on le retrouve à Berlin, où il est invité par Frédéric de Prusse, mais là-bas, ça se passe pas très bien non plus avec les Prussiens. Il sent bien que, là encore, on va exploiter ses services, donc il s'en va une nouvelle fois. Et finalement, il va rejoindre le prince de Hesse-Cassel. Alors le prince de Hesse-Cassel, avec lui, tout se passe très bien par contre. D'ailleurs, c'est le comte de Saint-Germain qui choisit le prince de Hesse-Cassel comme mécène, et il le sent d'ailleurs apte à recevoir son enseignement. Et il veut faire de ce prince une espèce de disciple. Il va lui communiquer un enseignement très précieux, hein. D'ailleurs, on sait que le prince de Hesse-Cassel fréquente aussi les milieux maçonniques, rosicruciens, donc dès le départ, il y a une très bonne entente entre les deux hommes. Alors, le prince de Hesse-Cassel va installer dans un premier temps le comte de Saint-Germain dans le château de Gottorp, ou Gottorf, hein, ça dépend si on le prononce à l'allemande ou à la française. Et là, dans ce château, tous les jours, pendant 3 heures, il va communiquer un enseignement donc au prince de Hesse-Cassel. Il en profite aussi, le comte de Saint-Germain, pour mettre au point des remèdes. Et ces remèdes qu'il met au point, il est assisté dans son travail par le docteur Losso, qui était un apothicaire à Schleswig. Et ces remèdes, parmi ces remèdes, on trouve notamment le thé de longue vie. Et ces remèdes sont donnés gratuitement aux pauvres. Par contre, ils sont vendus aux riches. Hein, c'était la condition qu'avait émise le comte de Saint-Germain. Et puis toujours pareil, il a toujours aussi en tête ces fameuses teintures. Et pour ça, le prince de Hesse-Cassel va va mettre à sa disposition, comte de Saint-Germain, une manufacture qui se trouve sur la Baltique. Et là, il va mettre au point des couleurs sublimes, comme un bleu mourant, une couleur paille aussi, enfin des couleurs très douces et extraordinaires, et inaltérables. C'est-à-dire que ces teintures, ni le soleil ne peut les flétrir, ni la pluie, ni le vent, c'est inaltérable.
Alors ensuite, à partir de 1783, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, donc, la santé du comte de Saint-Germain commence à s'altérer, hein. Alors, c'est vrai que dans la manufacture où il travaille, il y a du froid, il y a de l'humidité, il a du rhumatisme, donc il commence à vraiment décliner. Euh, Par contre, grâce aux remèdes qu'il met au point, il arrive toujours à tenir le coup et il donne le change grâce à tous ces remèdes. D'accord, mais là, du coup, on le voit quand même devenir vieux. Oui, 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 absolument. Et, et d'ailleurs, il sait lui-même que sa fin est proche. Il le sait et il va laisser une sorte de confession, de testament au prince et j'aimerais la lire parce qu'elle est vraiment très intéressante. Voilà ce qu'il écrit donc au prince de Escacel. Mon fils, il y a sur moi des siècles amoncelés. Je mourrai comme un autre, du moins en apparence, mais mon esprit se résorbera dans le sein du grand tout qui m'inspire. J'ai éludé les formes de la nature par la puissance de mon zèle. Le tout est Dieu et Dieu est dans tout. Les âmes des morts s'envolent et le tout seul possède le pouvoir de les réincarner. L'éternité, c'est un renouvellement de vies successives. Qu'un homme conserve ses vies antérieures et il devient immortel. Donc en fait, par cette confession, euh, lorsqu'il dit notamment qu'il a éludé les formes de la nature, on peut penser effectivement qu'il a fait un travail d'alchimiste, naturellement, et lorsqu'il parle après d'immortalité, en fait d'éternité, en fait, il parle de l'âme qui est immortelle, puisque il nous dit bien que grâce au renouvellement des vies successives, donc grâce aux réincarnations, hein, et si on avait d'ailleurs, si on conservait la mémoire de nos vies antérieures, c'est ça qui nous rendrait complètement immortels, bien sûr. Enfin, on se rendrait compte en fait que notre âme est immortelle. C'est ce que veut Mhm. dire le comte de Saint-Germain, donc dans cette confession. Oui, effectivement, là, il nous révèle son secret. Euh, à partir du moment où, alors, si réincarnation il y a, à partir du moment où on se souvient de toutes nos vies passées, mais il devient très facile de pouvoir changer sa vie présente en tenant compte de toute l'expérience, de toute la connaissance accumulée, acquise, etc. Et donc, là, ça devient presque très logique de se dire qu'il était capable de faire un certain nombre de choses qui ont peut-être été connues à une époque par les hommes et qui ont été oubliées, qu'il était capable d'améliorer son quotidien. Peut-être qu'il n'avait plus besoin, comme tu l'as dit tout à l'heure, de se sustenter parce qu'il a appris à se nourrir de l'énergie environnante. Voilà, c'était peut-être un X-Men, un mutant, le comte de Saint-Germain. Non mais ça se trouve, il a eu cette capacité de ne pas oublier, et à partir de là, ça fait, voilà, ça peut te faire devenir l'homme le plus puissant du monde, très facilement. Absolument, absolument. Mais donc, il va quand même décéder. Il va décéder lors d'un voyage du prince de Escacel, d'ailleurs, qui sera absent et qui n'assistera donc pas à son décès. Et il va décéder donc le 27 février 1784 à l'âge officiel de 88 ans. Voilà. Alors, c'est un homme, on l'a vu tout à l'heure, qui était d'une richesse incommensurable, qui avait tous les pierres précieuses qu'il voulait, etc. Et quand on fait l'inventaire de ce qu'il laisse, on s'aperçoit qu'il ne laisse que quelques vieux vêtements et une épée rouillée. C'est Hmm. tout. Oui, mais alors, si je reviens, si je rebondis sur cette théorie, comme quoi, parce que je ne la connaissais pas, hein, je trouve ça vraiment très intéressant, comme quoi il se souvenait de ses vies antérieures, à partir du moment qu'il sait qu'il va se réincarner, il sait qu'il va mourir. Moi, à sa place, qu'est-ce que je fais? Je prends ma pelle et ma pioche avant de plus avoir complètement de force, je vais aller enterrer l'ensemble de mes pierres précieuses. D'ailleurs, je m'en fous, je sais très bien que je vais m'en souvenir une fois que j'aurai atteint, je sais pas, est-ce que c'est à l'âge de raison, tu vois, est-ce que c'est à l'adolescence, est-ce que c'est à 5 ans qu'il se souvient, qu'importe, tu vas peut-être nous dire. Mais à partir du moment où tu sais que dans ta prochaine vie, tu vas t'en souvenir,
Je veux dire, tu n'as plus qu'une seule hâte, hein, c'est de te débarrasser de ton vieux corps qui te fait mal quand tu te lèves et quand tu te couches, et puis pouvoir te réveiller dans un jeune corps, et ensuite aller récupérer ta richesse. Oui, mais comme je vais en parler tout à l'heure, en fait, les richesses lui importaient peu, hein. Et ça, nous le verrons dans un instant. Alors, j'aimerais par contre apporter notre précision, c'est que donc officiellement, il meurt, je l'ai dit, en 1784. On sait où est-ce qu'il est d'ailleurs inhumé, on le sait très bien. Il est inhumé, je crois, à Schleswig, dans une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Roch. Et au XIXe siècle, on a les théosophes, très curieux, qui veulent ouvrir son caveau. Or, à l'ouverture de la tombe, on s'aperçoit que la tombe est vide. Donc, où est-ce qu'il est passé? Et ça va donner justement une crédibilité à la suite, puisque on va revoir, enfin certains vont prétendre revoir le comte de Saint-Germain à plusieurs reprises. Alors, là aussi, excuse-moi Pascal, mais si je continue sur le raisonnement, si son objectif c'était de se créer une espèce d'aura comme ça, d'immortalité, de légende, rien de plus facile à partir du moment où tu te réincarnes avec tous tes souvenirs. Dès que tu commences à être un peu gaillard, tu vas là où il y avait ta tombe, tu viens récupérer les ossements de ton ancien corps et puis tu t'en débarrasses dans la Seine. Voilà. Tu vois, C'est une possibilité, pourquoi pas, hein? Moi, je vais rien extrapoler du tout. Je ne vais avancer aucune thèse, aucune théorie. Je me contente en fait de rappeler les faits, c'est tout. Après, chacun pourra se faire sa propre opinion. Je précise, donc, la tombe était vide. Pourquoi est-ce qu'elle était vide? Mystère, à chacun, bien sûr, d'imaginer ce qu'il veut, hein, voilà. Je n'irai pas plus loin dans ce sujet. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison, tu es dans ton rôle. Mais je précise, voilà, la tombe était vide, et donc ce simple fait va accréditer après les visions qui ont eu lieu par la suite, enfin les rencontres plutôt. Plusieurs personnages, plusieurs témoins vont affirmer avoir revu dans le futur donc le comte de Saint-Germain. Alors je vais en citer plusieurs là. On le revoit d'abord en 1790, donc 6 ans après sa mort. C'est l'occultiste autrichien Greffer qui dit l'avoir rencontré à Vienne. Après, en 1798, il aurait fait une apparition lors de la campagne d'Égypte. Il aurait rencontré Bonaparte, carrément, le général Bonaparte, lors de la campagne d'Égypte, pour lui annoncer sa grandeur future, etc. Mais ça, c'est un peu plus du domaine de la légende. On dit l'avoir revu également à Paris en 1835, dans le salon de Jules Janin, qui était un écrivain assez réputé à l'époque. On le retrouve toujours à Paris en 1840 et sous un autre nom, sous le nom du Major Fraser. Ensuite, on le revoit en 1930 à bord d'un navire qui était en partance pour Bombay. Voilà. Et alors là, en 1939, c'est un journal américain qui rapporte cette histoire qui est tout à fait stupéfiante. Il y a un aviateur américain en 1939 qui est en train de survoler le Tibet et il va tomber en panne avec son appareil. Il est obligé de faire un atterrissage forcé. Et il voit un individu qui se dirige vers lui. Alors il pense que c'est un autochtone, mais pas du tout. L'individu en question est un Européen. Et mieux, il se présente comme étant le comte de Saint-Germain. En 1939. Une histoire stupéfiante qui va paraître dans la presse américaine. Et la dernière fois officielle, on le voit, c'est en 1945 sur la Côte d'Azur. Plusieurs témoins disent avoir vu le comte de Saint-Germain en 1945. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est, on va revenir un peu aussi sur le caractère vraiment alchimiste aussi du personnage. Parce qu'on a aussi le témoignage du prince de Escacelle, qui est très très précieux.
là, c'est vraiment un témoignage historique. Alors, d'abord aussi, le comte de Saint-Germain avait dit lui-même, hein, avant de mourir, je tiens la nature dans mes mains et comme Dieu qui créa le monde, je puis aussi faire sortir du néant ce que je veux. Donc là, il nous révèle déjà sa nature d'alchimiste, le comte de Saint-Germain. Et on a ce témoignage donc du prince Charles de Escacel qui est précieux et que je vais rappeler ici. Alors, le prince, au sujet du conte, disait « Il me parlait beaucoup de l'embellissement des couleurs et de l'amélioration des métaux, ajoutant qu'il ne fallait absolument point faire de l'or, même si on le savait. » Donc là, on voit que le comte de Saint-Germain se désintéressait de la richesse quelque part. Alors, il resta d'ailleurs absolument fidèle à ce dernier principe. Il n'y a presque rien dans la nature qu'il ne sut améliorer et utiliser. Il me confia presque toutes ses connaissances de la nature, mais il m'ouvrait seulement les voies, me faisant alors chercher moi-même par des épreuves les moyens de réussir. Ami de l'humanité, ne voulant de l'argent que pour le donner aux pauvres, mais aussi des animaux, son cœur ne s'occupait que du bonheur d'autrui. Je n'ai jamais vu un homme avoir un esprit aussi clair que le sien. Alors là, on a un témoignage qui est très très précieux concernant le comte de Saint-Germain. On s'aperçoit que le comte de Saint-Germain était un personnage plutôt admirable, hein, quelque part. Et il me rappelle d'ailleurs par certains côtés Maître Philippe de Lyon, en ce sens qu'il cherchait à mettre au point des remèdes, après pour faire profiter même les plus pauvres, hein, qui n'avaient pas besoin d'acheter ces médicaments. Et il essaye vraiment d'œuvrer pour le bien de l'humanité. Voilà l'impression que nous avons de ce comte de Saint-Germain qui n'était pas du tout une espèce d'aventurier comme d'aucuns voudraient le décrire, si tu veux, hein. Alors maintenant, il reste une chose à voir concernant le comte de Saint-Germain. Qui était-il en vérité? Parce que le comte de Saint-Germain, ça, ce n'était pas son véritable titre, hein, ce n'était pas non plus son véritable nom, on le sait très bien. Lui-même le disait, ce n'était pas là sa véritable identité. La seule confidence qu'il ait faite sur son identité, il disait que lorsqu'il était enfant, il était obligé de se cacher, il courait dans les forêts en compagnie de son précepteur pour fuir ceux qui les pourchassaient. Voilà. C'est la seule confidence qu'il ait faite sur son passé. Alors, parmi toutes les théories qui ont couru sur les origines du comte de Saint-Germain, sur sa famille, etc., il y en a une par contre qui tient la route, hein. Il faut savoir que le prince de Hongrie au XVIIe siècle, qui était François II de Rákóczi. Ce prince de Hongrie, qui était un fervent défenseur de sa patrie, donc la Hongrie, s'était montré comme un opposant farouche à l'Autriche qui avait mis la main sur la Hongrie, sur son pays. Et il avait un fils, ce prince Rákóczi, qui s'appelait Léopold. Or, cet enfant, Léopold, était né en 1696. Et si on retient cette date, et si on voit la date de décès du comte de Saint-Germain, on voit que la date correspond, hein, les 88 ans y sont. Et ce fameux Léopold, cet enfant Léopold, était censé avoir trouvé la mort à l'âge de 4 ans. Voilà. Donc, il se pourrait bien que le comte de Saint-Germain soit en fait ce fameux Léopold Rákóczi, donc le fils de François II Rákóczi. C'est une hypothèse qui tient la route, hein, voilà, concernant la véritable origine du comte de Saint-Germain. Et ce qu'on peut remarquer également, pourquoi est-ce qu'il a choisi donc le comte de s'appeler le comte de Saint-Germain? Le mot comte vient du latin comes, qui signifie compagnon.
Quant au mot germain, ça vient toujours pareil du latin germanus qui fait référence aux frères, qui fait référence aussi au peuple germain, bien sûr. Et il faut savoir d'ailleurs que les Germains s'appelaient entre eux frères. Donc, on peut trouver une signification dans ce titre de comte de Saint-Germain qui voudrait dire quelque part le Saint-Frère germanique, et ce qui montre aussi son appartenance à certaines sociétés secrètes comme les Rosicruciens par exemple. Voilà, donc tout ce qu'on peut dire sur le comte de Saint-Germain. Alors, il y a quand même eu un épisode que tu n'as pas cité parce que c'était finalement un fake, mais un fake très bien monté. C'est le fameux épisode de Richard Chanfray. Oui, je savais que tu allais en parler de ça. Oui, qui était un chanteur qui a déclaré en 1972 être le fameux comte de Saint-Germain. D'ailleurs, Richard Chanfray, je crois, a eu une relation pendant 9 ans avec Dalida. Oui, je sais, oui. C'est ça. Et est-ce que tu t'es un petit peu intéressé quand même à ces déclarations, à ce Richard Chanfray? Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est complètement bidon. C'est complètement bidon. Donc, c'est pour ça je m'étais bien gardé d'en faire mention parce que ce type-là, c'était un escroc ni plus ni moins. Donc, il n'avait rien à voir avec le comte de Saint-Germain. Autant le comte de Saint-Germain, on l'a vu, c'était un personnage assez admirable, hein, on peut le dire. L'autre, c'était quoi? Un bonimenteur, un aventurier, tout ce qu'on veut, mais ça n'a rien à voir avec le comte de Saint-Germain, rien du tout. D'ailleurs, je crois qu'il s'est suicidé, ce gars-là, non? Il me semble, non? Effectivement, il s'est suicidé à l'âge de 43 ans avec des doses de barbiturique. Voilà, tu te doutes bien que c'est pas le comte de Saint-Germain qui est le véritable comte de Saint-Germain qui se serait suicidé. C'est quelque chose de contre nature qu'il n'aurait jamais fait, ça c'est sûr et certain. À mon avis, c'est pas le seul, c'est pas le premier, ça sera sûrement pas le dernier à vouloir tenter de se faire passer pour le comte de Saint-Germain. Bien sûr, oui. Mais je crois d'ailleurs qu'il avait bien trompé Dalida là-dessus. Enfin, ouais, la pauvre, elle s'était fait aussi embobiner oui. Avec cette histoire de dormir debout. Mais non. C'est quand même intéressant de le citer parce que bon voilà, c'était marrant. Et puis il a quand même transformé son plomb en or, hein, tu vois, en faisant l'escroc. Disons, avec ça que ça marche. Disons que son bagou lui a rapporté, oui, effectivement, de l'argent, ça c'est clair. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, en attendant, effectivement, cette histoire de comte de Saint-Germain est vraiment très très surprenante. Il y a eu beaucoup de films tournés sur lui, beaucoup d'écrits tournés sur lui. Alors, selon certains écrits, sa réincarnation daterait même de l'Atlantide, tu vois, il aurait plus de 17 000 ans. Au final, tout est possible. Si on part de l'axiome que ce garçon se réincarnait dans des vies successives, pourquoi pas? Si effectivement il avait trouvé un élixir de jeunesse et se faisait passer pour mort pour pouvoir réapparaître un peu plus tard, ça c'est encore une autre option. Moi, si tu veux, je n'ai qu'une certitude concernant le comte de Saint-Germain. D'abord sur ses qualités morales. Parce que c'est vrai que quand tu vois quelqu'un de cette trempe qui ne pense qu'à faire le bien autour de lui, qui veut venir au secours des pauvres, voilà, bon, c'était un homme admirable à ce niveau-là. Et j'ai aussi la certitude qu'il pratiquait effectivement l'alchimie. Ça c'est clair. Parce que même cette histoire de teinture, ça semblait l'obséder. Mais le mot teinture lui-même, comme je l'ai déjà expliqué lors d'une précédente émission, teinture, c'est un terme qui était utilisé par les alchimistes pour désigner la pierre philosophale. Donc, pour moi, il ne fait aucun doute que le comte de Saint-Germain pratiquait l'alchimie. C'était un alchimiste. Pour ça aussi qu'il ait fréquenté des sociétés secrètes telles que les Rosicruciens. Les Rosicruciens s'intéressaient énormément à l'alchimie. Donc voilà, c'est... Oui, et puis son fameux élixir de jeunesse, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, les gens vieillissaient quand même assez prématurément, c'est-à-dire que
à 30 ans, ils en paraissaient 50. Donc si pour un peu il a inventé quelques crèmes anti-rides, il a trouvé Et c'est sans doute ça qui a voilà. donné aux belles dames qui le courtisaient, quoi. Ça, Non, mais c'est presque certain, oui, oui. voilà, et effectivement, ne serait-ce qu'appliquer des crèmes comme ça à base de plantes au quotidien pendant des années, eh bien, quand tu compares deux personnes, une qui le fait, une qui ne le fait pas, si on se remet 3 siècles en arrière, il est évident qu'on voit une différence et que ça peut donner cette légende d'éternelle jeunesse. Tout à fait, oui. Voilà, enfin, c'est un personnage qui méritait qu'on en parle parce que c'était un être quand même bienfaisant, hein, qui pensait qu'à faire le bien autour de lui. Donc voilà, faut le garder en mémoire comme. Alors, il n'était pas bien sûr au niveau d'un Maître Philippe, parce que Maître Philippe c'est encore autre chose, hein. Comme j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, Maître Philippe, lui, c'était un véritable thaumaturge, voilà, qui commandait même aux éléments et tout. Bon, ça n'avait pas tout à fait rapport avec le Comte de Saint-Germain, sauf, comme je le disais, dans cette volonté de porter secours aux plus démunis, de vouloir aussi apporter des remèdes à ceux qui souffrent, etc. Donc voilà, le comte de Saint-Germain, ça demeure quand même un personnage d'exception, hein, ça c'est sûr. Comme on le disait aussi tout à l'heure, peut-être qu'il avait trouvé le moyen de se passer de nourriture, même d'eau, pourquoi pas. Tu sais, il y a un procédé que je crois que ça s'appelle inédit, hein, si mes souvenirs sont exacts. Je crois que d'ailleurs c'est un docteur qui avait essayé ça, de se passer de nourriture et d'eau. Et il y serait arrivé, hein, il y serait arrivé. Hmm. Donc ça existe, voilà. Je pense d'ailleurs que c'est possible, hein. Donc quelqu'un qui arrive à survivre, qui a besoin de nourriture ni d'eau et qui parvient à vivre comme ça de, de, d'énergie qui émane de la Terre ou du cosmos, j'en sais rien, de lumière, voilà. Et, euh, et voilà, pourquoi pas. Donc, si ça existe, et si le comte de Saint-Germain y était parvenu, ben, pourquoi pas, oui, absolument. Et après, comme on l'a relevé aussi tout à l'heure, euh, s'il était capable, comme on l'a vu dans sa confession, de se souvenir de ses vies antérieures, mais effectivement, en songeant que notre âme est immortelle, et puis ça faisait de lui un être pour le coup immortel, parce que il pouvait traverser comme ça les siècles, et s'il avait cette capacité de se souvenir de ses précédentes vies, ça faisait effectivement de lui un être immortel. Hmm. Et puis, tu imagines si on est capable de se souvenir. Ah, c'est le pouvoir ultime. Honnêtement, il y a pas mieux. T'imagines, on est capable à ce moment-là de se souvenir de toutes les connaissances qu'on a accumulées. Mais oui. Et c'est énorme, c'est fabuleux. C'est voilà, ça fait de toi un être exceptionnel. C'est ça. D'ailleurs, on va passer un message au comte de Saint-Germain, hein, s'il nous écoute. On est preneur, hein, Pascal et moi. On veut bien avoir la méthode pour pouvoir. La méthode, on la connaît, la méthode. Il ne faut pas boire les eaux du l'été, hein. Mais le problème, on est obligé lorsqu'on est de l'autre côté enfin, ça, c'est dans la mythologie, bien sûr. Et on est assoiffé, on est obligé de boire cette eau, et puis on oublie tout, et puis on repart à zéro. Et ça, c'est pénible quand même, hein, d'être toujours obligé de repartir à zéro. Mais je pense quand même, tu vois, même si on n'a pas la souvenance de nos vies antérieures, quoique ça arrive à quelques individus, et surtout c'est arrivé dans la jeune enfance, hein, à ceux qui se sont souvenus. Je crois que c'est déjà vers l'âge de 5-6 ans que les souvenirs remontent à la surface. On a des cas d'ailleurs d'enfants qui se souviennent parfaitement de vies précédentes. Ce sont des cas assez remarquables. Mais je pense, tu vois, on doit avoir quand même des sortes de réminiscences, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve confronté
à telle ou telle connaissance, parfois ça nous semble évident parce que je pense que ce sont des connaissances qu'on a déjà acquises dans des vies précédentes et en fait on ne fait que les retrouver, que de les redécouvrir et ça nous permet quand même d'avancer quelque part aussi. Voilà. Pascal, j'ai quand même une dernière question à te poser concernant le comte de Saint-Germain. Tout à l'heure, tu as évoqué cet aviateur qui se serait écrasé au Tibet, dans l'Himalaya, et qui aurait parlé de lui. Est-ce que pour toi, il a été là-bas ou pas? Et puis, si c'est le cas, finalement, il a peut-être été un initié d'une sagesse ancestrale himalayenne. Peut-être l'Agartha? Alors, si c'est réincarné, de toute façon, étant décédé, comme on l'a vu tout à l'heure en 1784, il pouvait très bien être revenu au monde en 1939. Hein. Oui, mais sur sa période, on va dire, 18e siècle, où il a quand même pas mal voyagé entre la France, l'Angleterre, la Prusse, etc. Alors, on n'a pas de certitude, hein, mais il y a de fortes chances pour qu'il y voyageait, même peut-être plusieurs fois en Inde. Ça, c'est possible. Donc, il a pu rencontrer aussi des gens qui étaient en possession d'une connaissance assez extraordinaire hein, là-bas, hein, bien sûr. Euh, Mhm. D'accord. Et puis tout à l'heure, je l'ai évoqué, est-ce que finalement le comte de Saint-Germain est le seul, à ta connaissance, à avoir cette histoire, ces capacités, ou est-ce qu'il y aurait d'autres exemples, d'autres personnes dans le monde qui seraient peut-être un peu moins connues, mais qui seraient comme le comte de Saint-Germain? alors, des alchimistes, oui. Si on regarde le côté alchimiste, oui, bien sûr. Nicolas Flamel, Et surtout Fulcanelli, c'est quand même le plus récent. Jules Canelli, oui. Au niveau alchimiste, et puis c'est vrai que, mais là, pour les alchimistes, il y a une certaine réalité aussi de ce phénomène d'immortalité, puisque, comme je l'avais expliqué, notamment pour Fulcanelli, à un moment donné, ils sont obligés, ces gens-là, qui possèdent la pierre philosophale, d'organiser leur mort. Hein, et oui, pour faire croire qu'ils sont décédés, puis pour pouvoir recommencer une autre vie. Parce que s'ils ont cette panacée universelle qui leur permet d'échapper aux maladies, d'échapper à la vieillesse, voilà quoi, ils peuvent pas se montrer indéfiniment sous le même visage. Il faut qu'ils changent d'identité à un moment ou à un autre. Bien sûr. Alors, est-ce que finalement le grand œuvre, la transmutation ultime, en dehors de la transmutation de la pierre philosophale, est-ce que ce ne serait pas tout simplement la transmutation de leur âme pour pouvoir enlever le fameux verrou qui fait qu'on oublie tout et du coup accéder à toute leur mémoire, leur vie antérieure de façon pleinement consciente? Non, je pense que ça va encore plus loin que ça. Ça va encore plus loin que ça. Parce que bon, si on part du principe que l'âme est immortelle, et ça, j'en suis persuadé, si tu veux, hein, quoi qu'elle est immortelle qu'à un certain point, l'âme, parce que ça, il faudrait quand même que les gens le sachent, et c'est quelque chose qui est caché depuis très très longtemps, mais pourtant que les anciens Égyptiens connaissaient très bien, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Qu'est-ce que la seconde mort? La seconde mort, c'est l'anéantissement de l'âme. Quand l'âme est trop noire, quand elle est trop, euh, comment te dire, Quand elle est perdue. Mm. irrécupérable, eh bien, il n'y a plus d'autre solution que de l'anéantir. Et là, pour le coup, c'est la véritable mort. C'est ce que craignaient les anciens Égyptiens. Ils en parlent d'ailleurs dans le fameux livre des morts égyptien. Et il y a eu un cas aussi d'une NDE, parce qu'on croit que les NDE, c'est toujours quelque chose de magnifique. Bon, les NDE, c'est Near Death Experiment, c'est Les EMI, l'expérience les de morts mort imminentes. imminente, voilà, tout à Mm. fait, hein, en français. Je m'étais intéressé aussi à ces expériences-là. J'ai même rencontré d'ailleurs
un monsieur qui avait vécu cette expérience-là, c'était Jean Morzel qui est décédé maintenant, qui m'avait fait part bien sûr de son récit, de son expérience. Alors c'est toujours quelque chose de, la plupart du temps c'est magnifique, sauf que lors d'une de ces fameuses NDE, je sais qu'il y a un individu, lorsqu'il était passé de l'autre côté, il est tombé sur un de ses amis qui lui a fait visiter quelque part l'au-delà, si tu veux, hein. Et à un moment, il a vu des âmes qui étaient dans une souffrance, mais alors inimaginable. Et c'était des âmes qui étaient en fait très très mauvaises. Et en fait, comment te dire, il y a une sorte de jugement qui se fait, mais un jugement personnel. C'est-à-dire que ces âmes en souffrance, c'était elles-mêmes qui se jugeaient, hein, qui se rendaient compte de tout le mal qu'elles avaient fait et elles ressentaient tout le mal qu'elles avaient fait autour d'elles. Et ce mal était si terrible qu'elles ne le supportaient pas. Et ils voyaient donc ces âmes en souffrance et des êtres, on va dire des êtres de lumière qui étaient à côté de ces âmes. Et pour mettre fin à ces souffrances, c'était les âmes elles-mêmes d'ailleurs qui demandaient à être anéanties. Et donc il avait assisté donc à cette fameuse seconde mort, c'est-à-dire l'anéantissement de d'âmes. Et ça, c'est la véritable mort. Et ça, il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait le mal, qui ne croit pas que il va s'en sortir comme ça, il va pouvoir s'en sortir pendant plusieurs réincarnations peut-être, mais à un moment donné, si l'âme a fait trop de mal dans ses vies successives, si elle continue dans cette mauvaise voie, à un moment donné, la souffrance qu'elle va endurer et qu'elle va s'infliger elle-même en fait, puisque c'est c'est même son double qui va lui infliger ça, sa propre conscience qui va lui infliger ça. Ça sera tellement insupportable que il n'y aura pas d'autre choix que recourir à cette deuxième mort, voilà. Donc il y a un danger, il faut pas croire que l'âme peut être euh, toujours immortel, puisque effectivement il y a ce danger qui pèse sur nos têtes, dans le cas bien sûr d'âmes trop noires, trop mauvaises, qui n'arrivent pas à prendre le bon chemin, voilà. Et je pense d'ailleurs que si on enseignait ça à tous ceux qui font le mal, ben déjà il y aura peut-être un peu moins de mal sur Terre. Hein. Bon, alors ça, pour le coup, je suis pas du tout persuadé, parce que ça fait très longtemps que la chrétienté enseigne cette idée de paradis et d'enfer. Chez En les fait, musulmans ça n'existe aussi. pas l'enfer. Oui, mais tu vois, même ça, ça n'a pas amélioré d'un iota la bonté à travers le monde. Donc, Mais tu sais, la seconde mort, qui c'est qui en a entendu parler? Très peu de gens en fait. Très peu de gens. Et c'est quelque chose de tout à fait réel, hein. Faut que les gens le sachent. C'est un risque énorme. Et c'est ce que craignaient bien sûr les premiers Égyptiens qui en avaient une peur terrible. Voilà, donc ouais, je pense tout à que fait. c'est avec l'enseignement, si on donnait un véritable enseignement tel qu'on devrait le donner autour de nous, ben je pense quand même que notre monde serait quand même par certains côtés meilleur, je le pense. Eh bien, c'est sur cette belle pensée que nous allons finir. En tout cas, merci Pascal pour nous avoir fait découvrir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce fameux conte de Saint-Germain. On se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle causerie. Absolument, oui. Et puis, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas, vous pouvez nous aider, hein, si vous le souhaitez, en participant au Tipeee de Miasme TV et devenir ainsi les coproducteurs de nos émissions et voir apparaître, entre autres, votre nom au générique. Allez, je vous dis très bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt.
bras pour nous de lueurs étranges, en déchirant les espaces infinis du cosmos.